Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King, on est de retour en France et déjà au charbon. Comment ça va là depuis l'atterrissage à Paris? Salut, monsieur Guillaume. Bah, ça va. Atterrissage hier vers 11h15 et puis direction Rungis pour, euh, pour donner le coup aux pros. Il y a pas mal de gars à la salle qui préparent les combats et donc du coup, boum, j'ai enchaîné là-bas. Ça m'avait manqué. 2 semaines sans donner des cours. Boum, ça a été super intéressant. Il Et, s'arrête jamais. bah voilà, on est là. Let's go, King the G. Allez, c'est Always. parti. On va parler de l'UFC 270. Bien évidemment, Cyril Gane, Francis Ngannou. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ce que toute la France souhaitait, à savoir une victoire de Cyril Gane. Toi, que tires-tu aujourd'hui, tu as eu le temps peut-être un petit peu de, je pense, de réfléchir à tout ça, de ce combat? Euh, Très bon combat, très belle opposition. J'attendais beaucoup plus de, d'engagement et de volume des deux côtés. Mais je trouve que c'est un match assez compétitif chez les poids lourds. On a souvent peu vu un match chez les poids lourds complet dans le sens de tous les éléments qu'on peut avoir. On a eu de la lutte, on a eu du grappling, on a eu de la boxe. Bien. Et puis, il y a eu cette victoire de Francis. Grosse félicitations à lui, à sa team. Good job. Mais cependant, je suis très fier de Cyril, de ce qu'on a fait jusque-là. Je suis fier de ce qu'il a, de ce qu'il a fait jusque-là, des décisions qu'il a prises, des décisions que nous avons prises, de comment a été menée la préparation. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses que j'ai à changer. Il y aurait certainement eu sur la stratégie des choses à accentuer, pas à changer. Mais voilà, de manière générale, voilà le ressenti que j'ai. Et on te voit donc au quatrième round, je tiens à rétablir un petit peu la vérité par rapport à ce qu'il y a eu dans le Lost in Translation où tu expliques justement à Cyril que il ne peut pas perdre. Enfin, le traducteur dit que tu peux pas perdre, c'est impossible de perdre. Alors que tu dis tu peux pas perdre sur un problème de cardio. Pour toi, est-ce que de ce côté-là, il y a eu peut-être une défaillance auquel tu ne t'attendais pas? Non, des fois, en temps normal, tu es au tableau de bord et tu es surpris d'un truc qui arrive et qui n'était pas. Voilà, tu sais, la performance sportive elle est très sensible à comment tu t'es levé, à comment tu as dormi, à tous ces petits détails. Effectivement, je ne suis pas, c'est pas nouveau pour toi ou pour qui que ce soit. Si tu vois Cyril perdre un combat, tu ne le vois pas perdre pour un problème d'endurance. Ça se sait, ça. Maintenant, effectivement, il y a des choses, il y a une association de choses qui peuvent amener à une pré-fatigue un peu plus forte parce que la personne euh, va gérer un poids qui ne gère pas ou va utiliser une puissance qui ne gère pas. Enfin, c'est très puissant. Et, euh, et sur le troisième round, je pense que il a tapé Cyril a tapé dans le cardio de Francis, mais en voulant taper dans le cardio de Francis, il a laissé des plumes. En gros, il y a ce turn point et que sur les deux premiers rounds, euh, il hardbox, at strike, on va dire, complètement. On voit que tout se passe comme prévu. Euh, on avait prévu une stratégie sur laquelle c'est compliqué pour les gens d'avoir cette lecture et de comprendre ce qui se passe, euh, mais avec lequel je me fais un plaisir d'expliquer. C'est simplement que on a mis en place un certain nombre de codes, de choses qui permettaient d'éliminer complètement la possibilité de chaos. Le chaos était éliminé de l'enjeu. C'est la raison pour laquelle
Il y avait cette certitude du côté de Cyril, d'ailleurs, de pouvoir se déplacer avec les bras ballants et de pouvoir jouer son striking. C'est que de notre côté, ce qu'on avait mis en place était juste une annihilation de KO. Il ne peut pas avoir KO dans les conditions dans lesquelles on boxait. On a mis en place un langage différent. On a mis en place un langage qui était plutôt du type coréen, avec un choix de kick qui compliquait la vie un peu au rapprochement. C'était les apchagi pour ce qui est des types. C'était des yopchagi pour ce qui est des side kicks. C'était des jutchagi pour ce qui est de coups de pied retournés. Le back kick. C'était des mondoliochagi pour ce qui est des wheel kicks. Donc, il y a tout ça. Je l'explique un peu en large, un peu plus largement sur mon bouquin qui va sortir bientôt. Voilà, soyez attentifs à ça. Il y a eu Geoffrey Guichet et moi-même avons entrepris l'écriture d'un bouquin sur la progression de la préparation de Cyril depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Et ce bouquin sera bientôt. Et là-dessus, il y a tous les détails de ça. On a vraiment mis en place un langage qui faisait que Francis, qui entend le français, ne puisse pas entendre des données simples du genre middle kick, high kick, ou bien spinning back kick, voilà. Et on avait donc un langage qui était complètement coréen, pour le coup, parce qu'on s'est appuyé sur le taekwondo venu de la Corée. Ça s'est passé très bien sur les 2 premiers rounds, même s'il y a une folie qui d'ailleurs va venir expliquer la raison pour laquelle les gens penchent et discutent beaucoup sur la décision d'aller sur une clé de talon. C'est une décision que j'assume complètement, c'est facile ça de dire quand Cyril fait la clé de talon sur Deontay Maes et que ça marche bien. C'est facile de passer des highlights où je suis fier et j'ai demandé la clé de talon. Et au moment où il la passe, et au moment où il déclenche la clé de talon contre Francis, ça ne passe pas, ce serait facile de dire non, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Non, c'est pas du tout ça. Je le vois passer sur la clé de talon. Je ne le dis pas, vas-y sur la clé de talon, parce que je sais que Francis va entendre ce que je dis, mais je dis des choses qui font comprendre à Cyril, c'est une bonne décision d'aller sur la clé de talon, parce que il y a eu un fou d'arbitre qui a donné le premier round à Francis à un moment donné, pour qu'on arrive sur du 49-46, je crois, sur la totalité de la décision. Donc, c'est toujours en prévention de ça qu'il faut, dans le combat, avoir ces reculs-là de se dire. Mais tu le savais, ça? Enfin, il y avait des indicateurs qui te faisaient penser à ça, parce que clairement, les 2 premiers rounds sont pour Cyril, mais c'est vrai, quand on a le scoring des juges final, on voit qu'il y en a un qui lui a donné ce premier round. Est-ce que toi, t'avais dans un coin de ta tête, tu te disais, oula, même si clairement Cyril a gagné les 2 premiers, je pense qu'il y a un risque? C'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est l'homme prudent voit le mal de loin. C'est que on a tellement vu des combats à l'UFC. Bah, d'ailleurs, le combat d'avant où les gens disent que c'est un braquage, Moreno contre Figueiredo, on a tellement vu des combats à l'UFC où c'est très compliqué. Il y a 2 manières de scorer la carte. Tu peux scorer en disant je score les frappes effectives, je score la mise en danger lors de la soumission ou je score le lay-down. Ça veut dire quoi? Il y a 2 solutions. Cyril a scoré le takedown au 5e round. Boum, il fait son single leg, parfait, il décale sur le côté, belle projection, Francis s'assoit. Francis retient la tête, Cyril l'amène et tout sur le dos, parfaitement à jouer. Cyril se pose dessus. Il y a le lay-down, ça veut dire je me couche sur lui et j'ai pris et j'attends. Et je fais semblant de frapper et j'attends. C'est une possibilité. Tu es arrivé dessus, on te dit, bon, tu as dormi sur le mec et tu n'as pas fait le bon score. Ça, c'est possible. Tu pourrais gagner si tu es sûr que tu as pris les 2 rounds d'avant. Tu peux gagner si tu es sûr que tu as pris les 2 rounds d'avant. Mais encore une fois de plus, les gens ne se rendent pas compte que dans le cerveau de quelqu'un qui est intelligent, ça va très, très vite.
nous, on sent ce qui se passe. Cyril est intelligent et il sait qu'il est possible qu'il ait perdu un des rounds parce que c'est comme ça. Tu peux pas être sûr de toi. C'est que tu peux pas être sûr de tout ce qu'il y a eu comme déplacement. Les juges ils sont complètement indépendants. Ce n'est pas l'UFC, ce n'est personne. Ce sont des juges de la commission athlétique de la Californie pour le coup. Et donc, il se trouve que à la fin du jugement, quand on sort les fat cards et les papiers de juges de pointage, on se rend compte, oh, si Cyril avait quand même gagné le 5e round, il est encore possible qu'il ait perdu le combat, même s'il restait posé sur Francis sans avoir de frappe efficace. Donc, c'est toujours ça le rapport. Est-ce que les juges vont décider de ce qu'on appelle la mise en danger? Parce que quand tu mets une clé de talon, quand tu mets une clé une kimura, c'est ce qu'on appelle une mise en danger en fonction de la longueur et du temps sur laquelle l'adversaire est soumis à cette soumission. Ça peut te scorer des points. Est-ce qu'il s'en moque et qu'il compte juste sur le lay down? Tu ne peux pas savoir. Et du coup, quand tu as perdu, qu'est-ce qu'on te dit? Ne laisse pas ça aux mains des juges. Ben écoute, Cyril a choisi de ne pas vouloir laisser ça aux mains des juges. Nous avons choisi de ne pas pouvoir laisser ça aux mains des juges. Je l'assume largement. On en assume les conséquences. On a une défaite. On n'enlève pas la valeur et le crédit de tout ce qu'il a fait. Francis, c'est une très belle adaptation de se dire, je suis débordé en boxe. Je ne vois pas clair. Il faut quand même voir ce qui s'est passé. Hein. C'est en termes de Apchagi, dont je parlais, en termes de Jutchagi, en termes de... Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de kick arriver, hein, et c'est les kicks qui t'empêchent d'agir correctement dessus. On avait une très belle adaptation de Francis d'ailleurs sur le travail au corps. Il s'est rapproché, il s'est dit, OK, si je suis proche et que je ne peux pas lutter, au moins je remets le travail au corps, je peux creuser peut-être le foie, je peux peut-être creuser de l'autre côté de la rage, il y a peut-être quelque chose à faire, ça va peut-être le fatiguer un peu plus. Donc, stratégiquement, c'était un beau combat. C'était un combat d'apprentissage. C'est un processus d'apprentissage. Je considère qu'on a beaucoup, on aura beaucoup appris de ça. Je considère que comment dire, le lot de consolation que j'ai envie de donner à tous ces followers, à tous ces amis, ces gars, ces familles qui ont supporté Cyril, c'est de dire, voyez ça comme un feuilleton où il y a à un moment donné de la dramaturgie et que c'est la dramaturgie qui apporte de l'adhésion, qui apporte de l'émotion et la suite de la carrière sera d'autant plus intéressante parce que vous aurez été attaché à un personnage qui à un moment donné était l'acteur principal et est mort et va renaître de ses cendres comme un phénix. Exactement, là ça y est, il y a une grosse histoire. Pour Francis, est-ce que toi, par contre, sa performance t'a surprise? Parce que, personnellement, premier round, Cyril gère, deuxième round, Cyril gère encore un petit peu plus, et on voit le début du troisième, on a l'impression vraiment que Francis, physiquement, est cuit. Toi, est-ce que tu t'es dit, enfin, au début du troisième, normalement, là ça y est, tout se passe justement bien, et tu ne pouvais pas finalement t'attendre à ce qui s'est passé ensuite? Je m'attendais à ce que Francis lutte, mais je m'attendais à ce que Francis lutte un peu plus tôt. Ok, je m'attendais à ce que Francis lutte un peu plus tôt. J'étais surpris qu'il continue à lutter, en tout cas à utiliser même si en réalité, oui, la lutte a été beaucoup plus efficace au troisième round. C'est au troisième round que ça a vraiment basculé. Ce n'est pas une lutte qui a eu un succès de manière proactive, en mode je vais chercher la mener au sol. C'était une lutte sur sur la sortie d'un type. Donc, j'ai fait un type de la part de Cyril. Et sur le type est saisi par Francis. Francis va faire un balayage dessus qui fait une projection assez spectaculaire. Et il y a ce qu'on appelle le protocole de survie, comme en MMA Factory. Aussitôt que Francis Cyril atterrit au sol, il met en place un protocole de suivi. Le protocole de suivi, c'est je me débrouille pour que mes deux épaules ne soient pas allongées à même le sol, pour que je puisse augmenter mes chances de suivi et que l'adversaire ne prenne pas la montée sur moi. Je me débrouille et donc il essaie de le faire. Francis va transférer son poids sur la ceinture scapulaire
donc vers les épaules de Cyril. Cyril va donc profiter pour le faire basculer vers l'arrière un peu, histoire d'aller chercher la clé de talon, la première clé de talon, ce qui est pour un poids lourd extrêmement athlétique. Parce qu'il faut bien comprendre que tu as 120 kilos sur toi, tu vas utiliser ton genou pour le basculer et le faire grimper, le surlever vers la partie haute de ton corps. Et ensuite, tu vas le ramener sur le côté pour enrober sa jambe de ta jambe pour pouvoir attaquer une clé de talon. Francis va aussi mettre beaucoup d'énergie dessus pour défendre ces déséquilibres. Il faut comprendre que aussitôt qu'il tombe, il met en place le protocole. Donc, dans le momentum qui tombe, il s'engage sur une grosse bataille pour que la position ne soit pas établie et qu'il ne puisse pas subir un grand impact. Donc, ça lui coûte c'est une grosse saturation en source d'énergie. Donc, jusque-là, ça me va. Parce que je me dis, troisième round, il y a une projection. Francis était un peu fatigué sur la boxe parce qu'il brassait du vent et qu'il n'arrivait pas à connecter. Là, il retrouve un deuxième souffle avec la lutte. Ce qui est encore beaucoup plus impressionnant chez Francis, physiquement, c'est qu'on soit au 4e, au 5e et qu'il puisse bloquer le jeu. Parce qu'on dit out wrestling ou out grappling. Ce n'est pas le cas. C'est que stratégiquement, Francis a parfaitement joué. C'est ce qu'il fallait faire. Stopper, bloquer le jeu. Et ça demande quand même de la force physique pour le faire. Parce que celui qui est en dessous, il se bat pour essayer de créer un déséquilibre, pour essayer de sweeper ou de te mettre en danger pour aller attaquer une soumission. C'est très énergivore quand tu es au 4e ou 5e, on t'est fatigué, de revenir avec tes jambes en fermeture. En gros, tu es allongé sur le dos, ce qu'on appelle un décubitus dorsal. Tu reviens avec tes jambes vers toi et tu vas essayer. Donc, ce sont tes abdos qui vont, ton grand droit qui vont littéralement tirer tous les membres inférieurs vers toi, alors que tu es un poids lourd, et tu vas essayer de mettre tes jambes à l'intérieur pour repousser le gars de l'autre côté pour aller encore attaquer une clé de talon. C'est extrêmement énergivore. Encore une fois, puis je vous dis, je trouve que oui, physiquement, il a allé jusqu'au bout, il a tenu, et c'est là où il y a la surprise de mon côté. C'est que cette baisse des régimes du côté de Cyril et ce maintien des régimes du côté de Francis, ça reste très impressionnant. Ça reste très impressionnant et c'est bien parce que ça, comment dire, ça te donne du boulot. Ça donne vraiment du boulot. C'est-à-dire que quand tu rentres de là, quand tu sors de là, tu es encore dans l'avion. Et en fait, les conversations dans l'avion, c'est déjà bon. Cyril, t'es mort. T'es mort parce que quand on arrive sur Paname, je te donne 10 jours. Mais j'ai déjà envoyé 2 coups de fil au Daghestan, en Tchétchénie. Il y a 2 poids lourds qui arrivent, qui ont des bras aussi longs que Francis, aussi longs que John Jones. Tu vas manger la lutte. On va faire que ça. On va respirer la lutte. On va boire la lutte. On va tellement lutter, tu ne pourras pas t'asseoir. Tu en auras marre pendant 3 mois. Tu ne pourras plus respirer. On va... Il faut comprendre que c'est une remise en question qui est importante pour nous, mais qui est à point nommé. Il faut comprendre que la force du Management Factory et du MMA Factory, c'est l'accélération de carrière. Ça ne sert à rien de vouloir compléter Cyril, de vouloir améliorer Cyril sur ses 2 premiers combats, ses 3 premiers combats, et en faire un grappleur fin. Parce que du coup, tu prends du retard et que le point fort, qui est son déplacement, sa vista, son coup d'œil pour pouvoir avoir les raccourcis, arriver sur la ceinture, tu vas louper ça. On a fait l'essentiel. Comme on fait avec tout le monde, comme on fait avec Nationine, comme on fait, voilà, accélérateur de carrière. On a accéléré, on a fait tout ce qu'il fallait. On est arrivé sur le toit du monde. Il a fait la ceinture. On échoue sur la ceinture. Boum. On se remet en question, on dit, OK, comment on peut maintenant? On a le temps maintenant. Là c'est bon, on y est. On est 2e mondial. On est posé, on y est. Il n'y a pas le feu. À partir de maintenant, on peut s'asseoir pour complètement développer la force qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de développer depuis et qu'on vient de commencer sur un cycle d'entraînement il y a 6 mois. On a le temps de se poser et d'aller chercher le niveau ceinture noire de sol. On a le temps de se dire, à partir de maintenant, on va condenser en 6 mois les connaissances d'un black belt dans ton cerveau. On va te bourrer
Là, on a le temps de le faire. Et c'est sur ça que je dis, c'est la victoire, bien entendu, c'est le Graal, quoi. C'est ce qu'on attendait, c'est cette déception-là. J'accompagne complètement Cyril quand il demande au Français, enfin, tous ceux qui le supportent d'ailleurs, quand il va sur la caméra et dit désolé. C'est le ressenti que j'ai aussi, c'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde. Désolé, en tant que coach, j'ai échoué, désolé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a le temps. On a le temps, il a 31 piges, on a le temps de développer, on a le temps de travailler. C'est ce qu'on a dit pendant longtemps. On a dit pendant longtemps, et alors, si on perdait, qu'est-ce qu'on perd exactement? Qu'est-ce qui nous arrive exactement? Bon, on est dans ce cas de figure. On a perdu. C'était le moment de revoir les choses et de se poser et d'améliorer, d'élever le niveau de lutte à un autre stade de lutte, qui est déjà très bien. C'est que je vous rappelle que sur le 5e round, il met 2 projections et des projections extrêmement techniques. On a un single leg exécuté à la perfection. Single leg, je tire décalage en rotation, il s'assoit gentiment, sans avoir forcé. C'est très bien ça, cette technique. Mais encore une fois de plus, il faut continuer à le faire. On a une mise en danger. Les règles de MMA, les règles de grappling, si vous creusez dessus, si vous questionnez un arbitre dessus, la mise en danger, genre, clé de talon verrouillée, et tu es en train de travailler dessus, c'est juste un niveau de pointage qui doit compter, qui peut compter. Je ne dis pas que... oublions ça sur ce combat. Mais en tout cas, c'est très intéressant de pouvoir, à ce niveau de compétition, quand tu es capable de mettre en danger un mec de ce poids, de cette puissance, de cette technique à Francis, le gars se relève sur une jambe, il est en train de repartir, tu réattaques sur la clé de talon et tu vas encore le réattaquer, faire un tripod, le faire tomber et réattaquer une clé de talon. Attention, c'est bien, hein? Mais non, je dis encore, il y a tellement de choses à améliorer, il y a tellement de choses qui ne sont pas parfaites. On aurait pu d'avoir le regard, parce que c'était chaud, il y avait beaucoup de foule, c'est pas comme quand tu combats à l'Apex où il n'y a pas du monde. J'essaie d'avoir le regard pour aller chercher ce talon-là. Il y avait 7 clés de talon, en gros, ce qu'on appelle le hook, c'est le crochet, donc c'est le crochetage du talon avec l'avant-bras, mais tu peux compléter ça en allant rajouter la main complètement sur le calcanéon et tirer le calcanéon pour ajouter un peu plus de pression sur la torsion. J'aurais voulu avoir la possibilité de perfectionner les choses et de dire attention, repiétine encore ces abdos pour qu'ils soient vraiment loin de toi et qu'ils ne viennent pas contrôler ta main à un moment donné. Donc, il y a toutes ces imperfections à travailler. De toutes les façons, le dernier carré, c'est celui-là. C'est que on a Curtis Blade, on a Stipe Miocic, on a John Jones. Tous les 3 ont un point commun, ce sont des grands lutteurs, des grands grappleurs. De manière générale, le bon sens voudrait que le prochain pour Cyril puisse être Stipe. Il se trouve que Stipe ne veut pas de ce combat, il veut la ceinture. Encore une fois de plus, nous, on est prêts à tout moment à prendre n'importe qui dans la division. Bien entendu, s'il y avait une mésentente entre qui que ce soit et que on nous redonnait l'opportunité sur Ngannou 2 à Paris, ce serait le bienvenu. Effectivement, s'il n'y avait pas cette opportunité, parce que la logique aujourd'hui veut que Ngannou prenne John Jones. C'est le combat attendu, c'est la logique. Mais encore une fois, la vie est faite d'opportunités. Si jamais il y avait un malentendu quelque part, Francis ne se ferait pas prier pour prendre l'un des deux. Mais quoi qu'il en soit, sur ce quatrième qu'on a, la nécessité de se poser à partir de maintenant, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes sur le tableau de bord, vous devez choisir les curseurs qu'il faut faire monter pour faire gagner un combat à vos athlètes. Si vous vous mettez en mode « Ah, il faut que mon athlète soit très, très bon en lutte, il faut qu'il soit très, très bon en machin », vous ne l'amenez jamais à ce niveau. Francis peut aujourd'hui travailler la lutte parce qu'il a le confort d'être assis sur le trône. Quand tu es à la première place, quand tu es assis sur le trône,
Là, tu peux te poser et travailler des éléments qui sont les approfondissements du perfectionnement. Mais quand tu es malin et que tu veux aller vers la ceinture, tu choisis tes armes les plus fortes, tu gagnes le combat. Donc, dans la construction de ce qui est comme carrière, je tire encore mon chapeau au Management Factory, je tire encore mon chapeau à toutes nos équipes, le préparateur physique qui a fait un boulot d'exception. Je ne suis pas là le genre de gars à dire, OK, comme on a senti un peu de fatigue sur Cyril, peut-être se pourrait-il qu'il n'est pas... Non, non, non. Non, c'est très plutôt pour tirer ce genre de conclusion. On revoit tous les points qu'on pouvait corriger, qu'on peut corriger. On refait des débriefs. On l'a même pas encore fait le débrief. Ça va être super long, mais on a une magnifique équipe en préparation mentale, en préparation physique, en préparation en cours à la salle. C'était très bien. Et il y a beaucoup de choses à améliorer. On aura le temps, on a là le temps d'améliorer parce que de toutes les façons, quel que soit ce qu'on va avoir comme profil prochainement, ce sont des personnes avec un background assez puissant en lutte et il va falloir... Et puis, c'est ça le truc, c'est que on sait aujourd'hui que Volkov est probablement l'un des meilleurs strikers, techniquement parlant, avec la longe actuelle. Moi, je ne te parle pas des... Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ah oui, l'un des meilleurs strikers à l'UFC, c'est Overeem. Non, non, soyons honnêtes, c'est pas pareil. C'est pas... Overeem a été un très bon striker à l'époque où le kickboxing, c'était je bloque, j'envoie, je bloque, j'envoie. Ce n'est plus ça le striking aujourd'hui. Le striking actuel aujourd'hui, les personnes qui sont performantes, ça va être Volkov, ça va être Thomas Spinal, ça c'est le striking dynamique. Et dans cette jeunesse-là de striking dynamique, on sait que Cyril est capable de outstriker Volkov. En termes de volume, il est l'un des meilleurs Volkov. En termes de précision, en termes d'allonge, il est bon. Cyril est capable de outstriker Francis. En termes de puissance de frappe, il n'y a pas mieux sur la planète. Il est capable de outstriker Derrick Lewis. Sur le papier, c'est le knockout artist de l'UFC. Période. Quand tu as tous ces éléments, tu sais où il faut te diriger. Là, il faut faire le Khabib. Il faut bouffer la lutte. Ah, d'accord, parce que, en fait, moi, je me serais attendu à ce que, comme toi, toute ta philosophie, c'est justement ne pas avoir besoin d'utiliser la lutte parce que le jeu de jambes va permettre justement d'éviter tous ces takedowns, est-ce que là, tu te dis, face à Francis, il y a eu quelque chose que Cyril a dit, c'est qu'il a été surpris par la puissance, la force physique de Francis Ngannou. Stipe Miocic n'a pas cette force physique. Curtis Blade, je ne pense pas non plus. Et John Jones, là, reste à voir. Il se dit qu'il est très fort, c'est Daniel Cormier qui avait expliqué ça, mais c'était en light heavyweight. Là, il passe chez les heavyweight. Est-ce que justement, le fait que Cyril bouffe autant de luttes, à ce moment-là, ça va bien évidemment lui servir pour la suite, mais par rapport à Francis, tous les autres n'ont pas cette force physique-là. C'est pas là. Justement, c'est ça le truc, c'est de se dire que, encore une fois de plus, je t'ai donné le processus de construction de carrière. Il y a le plus petit élément d'une séance d'entraînement qui est l'exercice. Ensuite, au-dessus d'un exercice, il y a la séance. Au-dessus de la séance d'entraînement, il y a le cycle d'entraînement. Au-dessus du cycle d'entraînement, il y a le cycle annuel. C'est ce qu'on appelle une stratégie annuelle d'entraînement. Au-dessus de l'année, il y a ce qu'on appelle une construction de carrière. Okay. Pour ceux qui font les Jeux Olympiques, on va parler d'une Olympiade, 4 ans. Pour ceux qui n'en font pas, on va parler d'une construction de carrière. La construction de carrière logique d'un mec, quand on veut prendre des raccourcis, c'est de prendre les éléments les plus forts, l'amener rapidement sur le top niveau, le poser sur le top niveau. Quand il est posé sur le top niveau, on a le temps maintenant de travailler. Ce que je te dis, c'est que le jour où il y aura un combat stipé contre Cyril, le plan A ne sera pas d'aller lutter CP. Le plan A restera de rester intouchable parce que c'est économique en termes d'énergie et ça permet de le garder le plus longtemps possible dans la dimension de Cyril. Cependant, comme on a le temps, le prochain combat de Cyril, je ne le vois pas avant le mois de juin ou avant le mois de juillet. Je ne vois pas. On a largement le temps. On est posé. On a les moyens de s'investir, d'acheter ce qu'on veut, de faire venir le sparring qu'on veut. On a les moyens de faire ce qu'on veut. À partir de ce moment, on a le temps de développer la lutte pour que, en cas de plan B, en cas de plan C, que ça puisse arriver.
C'est la même chose avec Nassourdine. Nassourdine, aujourd'hui, il va préparer un camp d'entraînement contre Gastelum. À ton avis, tu crois que Gastelum, il va faire quoi? Donc, on le sait déjà que on est dans le top, on est dans le top 10 avec Nassourdine. La construction de l'UFC, c'est de dire, il faut qu'on arrive en fin d'année en France. Si on peut arriver en France avec un Nassourdine qui est très proche, ou même le contender, ça peut être très intéressant pour la France d'avoir à la fois un contender qui est Cyril, un contender qui est Nassourdine, Manon Fiorot dans les parages, Faresiam dans les parages, sait-on jamais. Taylor la plus dans les parages, je vais dire, voilà, pour aller en extension, peut-être Abdoulaye Guimos, peut-être plein d'autres et tout, je sais pas, voilà quoi. Je sais pas qui est disponible, je ne connais pas tous les calendriers des gens, s'ils ont signé avec d'autres shows ou pas, mais on sait que Nassourdine aura besoin de beaucoup de lutte. Parce que dorénavant, ses adversaires le prennent trop au sérieux en tracking. Et donc, en début de carrière, si je lui dis va lutter, comme il était en Pologne et tout, d'aller lutter avec des lutteurs, il risque de perdre les combats. On accélère, on arrive au top, on s'assoit, on est confort. À partir de maintenant, Nassourdine commence à toucher des vrais sous à partir de maintenant. Il touche de l'argent qui lui permet de payer un camp d'entraînement sérieux et de pouvoir upgrader son niveau de lutte et tout ce qui va. Mais voilà, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je propose. Je ne dis pas que ma philosophie elle a changé, c'est la même sur les personnes qui sont en mode de construction de plan de carrière. Quand le plan de carrière est terminé, que tu arrives, qu'est-ce qu'on veut en réalité? On parle de legacy, on parle d'héritage. On a envie de laisser une image et un héritage. Quand tu veux laisser un héritage, tu crois que John Johnson en parle, pourquoi? Parce qu'il est capable de te mettre un coup de talon, un coup de pied retourné, et qu'il est capable de te mettre un coup de coude retourné, et que derrière, il va te mettre un high kick et gagner son combat pour la ceinture, et que derrière, il va te mettre une guillotine, et que derrière, il va te mettre... Il faut être le plus complet possible. Donc, du coup, tu me dis, bon, si la philosophie, c'est que Stipe, John Jones ou Curtis Blade n'ont pas la même force que Francis, alors c'est bon. Mais non, c'est pas aussi manichéen que ça. C'est-à-dire que Francis, c'est pas parce que tu es fort que tu sais utiliser ta force à bon escient. Francis est fort et il sait utiliser sa force à bon escient. Maintenant, Stipe n'est pas fort comme Francis, mais la nature veut que quand tu n'es pas fort, tu compenses avec autre chose. Donc, du coup, il compense avec autre chose. Curtis Blade n'est pas aussi fort que, mais il va penser à autre chose. L'idée, en fait, c'est quoi? C'est que quand tu as 6 mois devant toi, que tu élèves tous les curseurs de développement qui sont la force, donc là, le préparateur physique est en train de préparer encore un autre niveau de force à rajouter. Le préparateur, la stratégie maintenant va être orientée sur une lutte extrême de la part de Cyril, comme s'il préparait les JO de la lutte. Et ensuite, quand on annonce la date de combat, on stabilise pour ne pas le fatiguer, on stabilise pour ne pas l'amener à perdre ses points forts et on revient sur ses points forts en gardant le plan B ou le plan C comme étant la lutte ou le grappling à un moment donné pour finaliser. Pour la suite, pour Cyril, là, j'imagine déjà les réseaux sociaux à la manière de ce qui s'était passé lors de la première défaite d'Israël Adesanya face à Jan Blachowicz. Alors maintenant, ça y est, il faut faire ça pour que Cyril perde le combat. Est-ce que toi, t'as justement envie, là, que le prochain pour Cyril, ce soit Curtis Blade, finalement le meilleur en lutte, pour un petit peu fermer des bouches et dire, bon bah voilà, il y a ce qui s'est passé là le 22 janvier, mais globalement, on est prêt à tout niveau de lutte. Est-ce que toi, c'est ce challenge que t'as envie de relever là aussi? Non, j'ai une lecture de jeu beaucoup plus haute que ça. Fermer des bouches. T'as déjà vu la bouche d'un mec sur Internet se fermer? Ça ne fait, on ne ferme pas les bouches, tu es un fou. Mais ça n'arrive pas, tu ne peux pas fermer des bouches. Tu as envie de dire fermer les claviers? Tu ne peux pas fermer les claviers. Les mecs, tu ne peux pas les stopper. Il faut laisser des personnes raconter des histoires, mais il faut prendre le temps de faire l'histoire. C'est que de notre côté, on fait l'histoire. C'est que faut pas être dessus. Si tu t'arrêtes à ce que les gens vont dire, mais tu vas te suicider. Ça m'a affecté la première fois où j'ai échoué sur la ceinture avec Francis, mais ça ne m'arrivera plus. C'est que j'en rigole complètement. C'est que les gars, ils peuvent... Enfin, il y a beaucoup de bienveillance. Vous allez voir, je peux t'envoyer une tonne de messages assez ultra bienveillants sur des personnes qui
de toutes les origines, d'Afrique, de la France, de partout, des États-Unis, qui envoient des messages très touchants et bienveillants. Pendant que je peux te les envoyer, tu vas les passer à l'écran si tu veux. Et puis, non, les critiques, je les prends quand ils sont les aides et les critiques, les propositions, je les prends, je vois les gens qui disent des choses et ça m'intéresse, c'est pas, voilà quoi. Mais en aucun cas, je vais m'attarder sur des haineux qui disent ouais, bon voilà, ça limite, c'est la lutte, il peut pas lutter. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux que ça me dise? Je m'en moque complètement. C'est, voilà quoi, c'est irrelevant. Ça n'a même pas d'intérêt. Il faut juste se concentrer sur le positif. Voilà, le plus important, c'est penser à la carrière de l'athlète. Concrètement, qu'est-ce que je veux pour Cyril? Je veux que Cyril ait le moins de dommages possible et gagne le plus d'argent possible. Période. Il y avait un combat à vendre. On l'a vendu au maximum. Les retombées sont là. Ça a été un bel événement, mine de rien, qui était à la base pas un non-événement. Ça a été un beau combat finalement. Un bel événement dessous de la carte. D'ailleurs, Et on passe annexe. je me permets juste de te couper. Dans l'avant-combat, toute la Fight Week, la conférence de presse, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu penses qu'il y a eu aussi une accélération lors de ces événements médiatiques-là? Ah oui, absolument. Ça s'est accéléré d'un coup. Ça s'est accéléré. Il y a eu un très grand intérêt d'un coup. Alors que, il y avait encore des. À l'époque, quand je mettais des commentaires du genre c'est probablement le combat du siècle et tout. Il n'y a pas beaucoup. Les gens marquent en commentaire de certains trucs. Qu'est-ce qu'il raconte le combat du siècle? Calmez-vous. C'est deux de tes élèves, c'est un de tes élèves et un ancien élève qui s'affrontent. Il n'y a rien de combat du siècle. Parce que les gens laissent toujours les autres faire une narration pour eux. Et à la fin, tous les grands analystes du monde sont d'accord dessus et disent, c'est ce qu'ils racontaient, c'est que quand Ariel Awani ou John Morgan ou Brett Okamoto ou Shel Sonnen ou DC sont en train de dire que on est en présence de plus grands combats de poids lourds du siècle, machin, qu'est-ce que tu veux que je dise, quoi? Enfin, donc, au bout d'un moment, ça prend la sauce, ça marche, c'est bien. Comme quoi, il ne faut pas s'arrêter à ce que les gens te disent, non, on ne dit pas ça, mais tu es un fou, il ne faut pas dire ça. Mais non, calmez-vous, attendez juste, tapez le clavier, c'est bien, mais laissez, ça avance. Il n'y a pas de souci, on se débête comme ça. Donc, non, je pense que ça a pris la sauce comme il fallait, c'est une très bonne chose. Le rôle encore une fois, quand je dis j'ai deux casquettes, celle d'entraîneur, mais celle aussi de manager. Le rôle d'un manager, c'est que son athlète soit assez connu parce que plus il est connu, plus il y a de l'exposition et plus il peut faire signer de nouveaux contrats, des sponsors et tout. Il n'est pas encore assez connu, Cyril, mais il y a une très bonne exposition de lui sur ses derniers combats. Il y a une envie de l'UFC de rapidement vouloir le réutiliser rapidement. Dès que j'aurai plus de précision, je vous dirai. Mais on est plutôt bien dessus. Il y a eu une belle communication qu'il y a eu. Moi, j'ai fait mon rôle, ce que j'avais à faire dessus. Gros respect pour le combat. Maintenant, c'est derrière nous. J'ai traversé l'octogone. Je suis allé serrer la main à Francis Ngannou, qui a fait une très belle performance, alors qu'il était sous pression, énormément sous pression. Donc, je tire mon chapeau. J'ai eu une longue discussion avec Eric Nissit, son entraîneur. J'ai eu une longue discussion avec Martin, son manager, qui est venu me chercher. J'étais dans la pièce du médical avec Cyril Gann. Michael est venu me chercher pour me donner, pour me dire ce qu'il souhaitait. Voilà quoi, un peu une affaire de, voilà quoi, c'est derrière nous, c'est complètement derrière nous, voilà quoi, c'est derrière nous. Donc, si tu me reposes des questions sur Francis ou sur machin, ce sera derrière moi. Je vais te dire légalement, je vais te botter en touche, je vais te dire, ça ne m'intéresse pas de te répondre, à moins que ce soit des choses correctes qui sont dans l'actualité ou alors des choses positives. Il a fait une très belle performance. Voilà quoi. Il mérite le respect total sportivement parlant. Et le reste humain, ça ne concerne que lui et moi et ça passe derrière nous. Et sur les médias, c'est bon.
Faut passer à autre chose. Donc, c'est l'essentiel. Maintenant, comme je t'ai dit encore, il faut s'organiser pour il est, que Cyril ait le moins de dommages possible. C'est ce qu'on est en train de faire. Il y a peu de personnes qui sortent du combat contre Contre Francis sans avoir Francis, ouais. perdu des neurones. C'est Donc, clair. il a ses neurones intacts à la suite du combat contre Francis. Et maintenant, l'idée, c'est d'aller chercher des grands blazes. C'est-à-dire que, bon, on n'a jamais dit non. Si on nous donne Sipé, si on nous donne Curtis, on ne dira pas non. Si après 2 combats de la part de Derrick Lewis, il revient, on ne dira pas non. Mais cependant, on vise haut. On sait aussi que John Jones est là dans les parages. Si jamais il y a un souci d'espace et que ça ne se fait pas, on sera là pour prendre les choses. Voilà, c'est l'essentiel, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Pour la suite immédiate, on va bientôt avoir un retour à l'UFC. Ça ne s'arrête pas pour le MMA Factory Management Factory. MMA Junkie vient de faire fuiter le 19 février prochain Alan Bodo de retour à l'UFC. Et aussi ta pépite venue de l'Est invaincue qui a été révélée lors des Dana White Contender Series qui va revenir bientôt. C'est aussi là le retour, on va dire, aux choses un petit peu plus normales et puis surtout s'y remettre à fond. Toi, comment ça va se passer pour ces 2 gros combats, plus Ares Fighting qui arrive le 3 février aussi? Archi tendu, c'est ça qui est intéressant, c'est que la bonne chose, c'est que tu n'as même pas le temps de digérer, même pas le temps de te laisser voilà, bousculer, que tout de suite, il y a les vraies épreuves qui arrivent. Donc, Ares 3, c'est parti, on y est dessus. Je suis en train de conclure, d'essayer de finaliser encore quelques combats sur Ares 3. La carte est déjà très belle avec le gros combat Paulin Béguet contre Oumar Sy. J'attends des bombes atomiques sur ce combat. J'attends une explosion de malades sur ce combat. 2 grosses personnalités qui ont l'air calmes, mais qui vont exploser à 93 kilos. Il y a Marcel Sichev qui fait la ceinture de poids lourd contre un Brésilien qui a 8-1. C'est solide. Pareil, feu d'artifice. Et puis, en main event, Abdouragimon contre Pepe, le fameux Brésilien qui a fait le turf, qui a été à l'UFC, qui est super dangereux. Donc, la carte est déjà terrible. Et en plus, je suis en train de travailler sur la signature pour cette fat card de Jimmy Vieino. Jimmy Vieino sur la fat card de 3 février. Et donc, je n'ai pas encore conclu. Je suis en négociation avec 2 personnes pour valider le combat. Donc, s'il y a des personnes là qui pensent avoir le niveau de Jimmy Vieino, 3 combats, 2 combats, et qui pensent pouvoir battre Jimmy Vieino le 3 février, on n'a pas encore signé le contrat. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un texto. Je fais le combat, je le mets en place. En tout cas, grosse carte, ça se passe au Dôme de Paris. Comme vous l'avez compris, le Ares, c'est comme une espèce de foire, comme le Sportel, comme où il y a du monde, du people, de la personnalité, des stars, des hommes d'affaires. Vous pouvez changer les cartes de visite quand vous êtes sur cette liste-là. Et en plus de ça, il y aura de très beaux combats. Donc voilà, je suis à fond dessus. À peine de retour, ça a déjà commencé à travailler dessus, repris dessus. Mes équipes d'ailleurs n'ont jamais relâché. On a fait une réunion, on a fait un point réunion sur LA parce qu'il y avait Camille, notre chef opératrice qui nous a retrouvés là-bas. Il y avait Kaina qui nous a retrouvés. Il y avait Guillaume qui nous a retrouvés. Grosse équipe. Tout arrêt, c'était sur LA. Et donc, on est de retour sur Paname. On fait ça et direct sur UFC Fight Pass. Donc, boum, on a signé un deal avec UFC Fight Pass, un deal intense, correct. On va y ajouter quelques télévisions, notamment du côté de la Russie, du côté de l'Afrique, qui rentrent dans le contrat et de l'autre contrat qu'on a eu des TV. Mais voilà, le contrat, il est officiel maintenant. On a 2 bonnes années avec UFC Fight Pass. Ok, et donc petite question subsidiaire. On est en France, moi je suis en France, je suis tranquille chez moi. J'ai envie de regarder Ares Fighting Championship. Je regarde sur quelle chaîne? Sur l'UFC Fight Pass aussi en France? Absolument.
Apple TV, UFC Fight Pass. Rappelez-vous comment ça fonctionne, UFC Fight Pass. C'est pour une année, une saison entière, vous l'avez pour 99 €. Et ensuite, sur UFC Fight Pass, vous avez près de 3000 contenus. Vous avez les UFC Fight Pass gratuits, vous avez UFC disponible, à part les pay-per-view, vous avez tout. Vous avez Invicta gratuit, vous avez une tonne d'autres compétitions, y compris toutes les compétitions ARES. Donc voilà, allez-y et restez connectés avec l'UFC. Et donc, ensuite, on parlait de quoi comme projet juste après? 2 autres combats à l'UFC, Alan Deux autres Bozo combats à et ta l'UFC. pépite. Gadzi qui a été le main event du contender la saison dernière en middleweight et qui a gagné d'une manière ultra violente par soumission au premier round assez rapidement et qui était l'un des chouchous de Dana White. Bah, il a sa date de combat. Il combat le 16 avril, je crois. Je ne sais plus ça. Il combat le 16 avril à Vegas, alors que Nassourdine Imavov combat le 9 avril au Madison Square Garden, New York City, New York. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, une très belle actualité pour l'UFC, pour nous. Et puis, bien entendu, je profite ici pour saluer les victoires qu'on a eues le week-end dernier parce qu'on a eu la défaite avec Cyril. On a eu victoire de Turpal, victoire de Abou qui combattait au HFC en Suisse. Et donc, félicitations à eux. Je pense qu'il y a un autre Topal qui lui a fait un no contest. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de boulot. Il y a des choses qui avancent pas mal. Ça fait un emploi de temps ultra chargé, mais c'est aussi ça le prix à payer pour le développement. Et ça avance. Merci encore. Merci infiniment à toutes les équipes parce qu'il ne peut pas avoir un développement sans des embauches. On embauche tous les jours. On grandit les équipes. Et ces personnes-là, quand on n'est pas là, quand on peut se payer le confort d'éviter le Covid, de se retrouver 2 semaines aux États-Unis avec moi, Benjamin et plein d'autres personnes, c'est parce qu'il y a des personnes très vaillantes qui sont capables de rester sur place et de faire la relève et de pouvoir maintenir les cours, maintenir le niveau de qualité des cours. Et donc, je vous suis infiniment reconnaissant. Ce sera le mot de la fin, monsieur. Épisode comme à chaque fois extrêmement complet. Il n'y a pas eu de questions cette semaine. On reprend tout ça dès la semaine prochaine avec le retour un petit peu une normalité. Là, vous le voyez, toujours plus élégant Fernand Lopez. Donc voilà, on se calme tranquillement pour le retour à Paris. Merci beaucoup. Et puis voilà, peut-être un mot de la fin à ajouter. Non, ça va. Merci encore pour le soutien. Et puis, la même chose, comme d'habitude, je sais que quand le podcast est annoncé, vous jumpez tout de suite sur l'écoute et vous oubliez d'aller cliquer dessus. C'est toujours pas mal de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, de faire un petit like et tout, de mettre un petit commentaire. C'est comme ça que le podcast survit. Donc voilà, merci à tous pour le soutien. Et encore une fois de plus, ne vous inquiétez pas, c'est de la dramaturgie qui vient de s'inscrire. Le Phoenix retentra de ses centres et vous allez encore plus kiffer.